Bonjour à tous, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer ma présentation en remerciant les personnes qui m'ont invité, le comité scientifique et particulièrement le professeur Déby pour son invitation. Donc c'est vraiment un grand honneur d'être présente aujourd'hui. Je pense clairement, comme ça avait été le but du symposium, le symposium tourne autour de l'inflammation et comment le microbiote intestinal peut être un des moyens de contrôler cette inflammation, et je pense que ça va vraiment faire avec les premiers travaux qui ont été présentés. On a parlé d'inflammation pour le moment principalement dans le contexte des maladies cardio-métaboliques, des maladies type colite et inflammation intestinale. Donc moi je vais vous emmener un petit peu dans un autre côté, une autre maladie métabolique qui est le cancer. Donc on a parfois un petit peu tendance à l'oublier, mais les personnes qui portent une tumeur sont caractérisées par un certain nombre d'altérations métaboliques. Et donc à l'heure actuelle, il est important de déterminer est-ce que ces altérations métaboliques contribuent à la progression tumorale et aussi à la qualité de vie des patients. Donc c'est un petit peu le sujet sur lequel mon laboratoire travaille. Donc ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est différents moyens de moduler le microbiote intestinal. Donc Benoît Chassin vous en a introduit certains. Ici on va se tourner vers une approche plutôt nutritionnelle basée sur des probiotiques et des prébiotiques. Donc je vous rappelle, les prébiotiques ce sont des constituants qui sont souvent présents dans l'alimentation, qui vont aller changer la composition du microbiote, et par cette façon-là, ils peuvent aller affecter l'autre, que ce soit au niveau métabolique ou au niveau immunitaire. On peut agir aussi de façon un peu plus directe lorsqu'on va par exemple faire appel à des probiotiques. Donc les probiotiques, c'est des bactéries vivantes qui, lorsqu'elles sont administrées en concentration suffisante, peuvent avoir un effet bénéfique sur l'autre. Et donc des outils que nous avons utilisés au laboratoire, ce sont aussi appelés des symbiotiques, donc ça vise à combiner à la fois un probiotique et un prébiotique pour pouvoir avoir un effet au niveau du microbiote. Et ce qui se développe, qui je pense a énormément d'intérêt à être développé, c'est dans la compréhension des mécanismes, quels sont les métabolites qui sont produits par ces bactéries et qui peuvent impacter directement l'autre. Et donc ça va être un petit peu le fil rouge de ma présentation aujourd'hui. On va discuter ensemble de l'impact de probiotiques, symbiotiques et de métabolites bactériens sur l'inflammation qui est présente en cas de cancer et des altérations métaboliques associées. Alors ces altérations métaboliques en cancer, elles sont souvent aussi appelées cachexie liées au cancer. Donc c'est une maladie qui est caractérisée en clinique par une perte de poids qui va toucher jusqu'à 70% des patients atteints de cancer. C'est très dépendant du type de cancer. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphique ici. En cas de cancer de la prostate, il y a très peu de prévalence de cachexie, alors qu'en cas de cancer du pancréas, par exemple, on se retrouve aux alentours de 70% des patients qui, au moment du diagnostic, ont déjà des caractéristiques qui les placent comme cachextiques. Alors je vous présenterai aussi des données sur des patients hématologiques. Et donc là, on est dans une incidence de plutôt 40-50% des patients qui présentent une cachexie ou une pré-cachexie à l'inclusion. Alors, pourquoi c'est important ? Tout simplement, j'ai envie de dire, c'est important parce que la cachexie va réduire la qualité et la durée de vie des patients. Elle va aussi empêcher le patient de suivre correctement son traitement. Et donc, de plus en plus d'oncologues reconnaissent qu'il faut faire un traitement parallèle à la fois de la cachexie et du cancer pour améliorer l'outcome pour ces patients. Et donc, à titre de données, en 2016, il y avait 1 million de personnes qui étaient affectées par de la cachexie du cancer. Au niveau des mécanismes, très clairement, on n'a pas encore découvert tous les mécanismes qui drivent la cachexie, mais pour le moment, on a vraiment ce panel avec l'inflammation qui joue un rôle principal dans la perte de la masse grasse et dans l'atrophie musculaire. Alors, le traitement à l'heure actuelle qui est recommandé, c'est de favoriser une activité physique adaptée pour le patient, ainsi qu'un support nutritionnel et une approche pharmacologique. La difficulté, donc, vous le savez peut-être, il n'y a pas de traitement qui est validé à l'heure actuelle au niveau européen pour le traitement de la cachexie. Et donc, même si tous les experts dans le domaine s'accordent à dire qu'on doit avoir une approche multimodale parce que c'est un syndrome qui est multifactoriel, il n'est pas encore bien déterminé quelles sont les approches nutritionnelles, par exemple, qui doivent être appliquées. Et donc dans ce contexte-là, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, avec ma promotrice de thèse à l'époque, le professeur Nathalie Telsen, on a posé l'hypothèse que le microbiote intestinal pouvait être impliqué dans ces syndromes. Alors pourquoi on a posé cette hypothèse ? Avec les travaux qui étaient réalisés par Patrice et Nathalie au labo, on savait que le métabolisme et l'inflammation étaient des phénomènes physiologiques qui étaient modulés par le microbiote intestinal. Et donc, comme ces deux phénomènes sont impliqués dans la cachexie liée au cancer, on s'est posé la question de savoir, tiens, est-ce que le microbiote est impliqué ? Est-ce que ça peut être une bonne cible thérapeutique ?
Alors, une des premières choses qu'on a fait, c'est développer différents modèles de cachexie et d'essayer de trouver quels étaient les modèles de cachexie les plus pertinents, qui ressemblaient le plus à la clinique. Et donc, à l'époque, on a sélectionné deux modèles. Un modèle qui est très utilisé en cachexie, qui est un modèle de cancer du côlon injecté en sous-cutané. Et donc, ces souris vont développer un syndrome cachectique. Et on a également observé que dans des souris qui présentaient, donc c'est un modèle qui mime une leucémie aiguë, on a également ces caractéristiques de cachexie. Donc la première chose qu'on a fait, on a réalisé ces modèles, on a prélevé les contenus sécaux, on a séquencé le microbiote intestinal et on a regardé est-ce que le microbiote est changé dans ce modèle. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc ici on a l'analyse du modèle, je vais l'appeler BAF, le modèle de leucémie, et ici c'est l'analyse du modèle C26. Vous pouvez voir donc chacun des points en rouge représente les souris cancéreuses et les points en bleu représentent les souris contrôle. Et donc, comme Benoît vous l'expliquait, plus deux points sont proches et plus le microbiote est similaire, plus ils sont éloignés, plus ils sont différents. Et donc, vous pouvez clairement voir qu'il y a deux clusters qui sont présents. Donc, on a à chaque fois les souris cachectiques qui sont fortement différentes des souris contrôle. Alors, on a regardé la liste des bactéries qui étaient affectées dans chacun des deux modèles. On les a croisées et on a mis en évidence dans ces modèles-là qu'il y avait une augmentation des entérobactériacées et une diminution des lactobacilles. Alors sur cette base-là, on s'est posé la question de savoir, tiens, est-ce que ça contribue à la maladie, est-ce que c'est une cible thérapeutique et quels sont les mécanismes qui sont derrière. Donc ça, ce sera une grosse partie de ma présentation. La deuxième chose qui très vite a émergé dans nos esprits, c'est de dire, est-ce qu'il y a une valeur translationnelle? Est-ce que chez le patient, c'est aussi quelque chose qu'on observe? Je pense que quand on recherche des nouveaux moyens thérapeutiques, il faut se confronter dès que possible à la réalité clinique pour voir si nos modèles miment aussi cette dysbiose microbienne. Et donc cette partie-là sera évoquée à la fin de ma présentation. Alors, au cours des 10 dernières années, on a eu l'occasion de mettre en évidence un certain nombre de mécanismes qui expliquent l'interaction microbiote-hôte en cas de cachexie, et donc je vais pouvoir vous en présenter aujourd'hui principalement deux. Le premier que j'ai choisi de vous présenter, c'est un qui est assez ancien, qui date du début de ma thèse. On a observé en fait que lorsqu'on supplémentait des souris cachectiques avec des lactobacilles qu'on avait sélectionnés, je vais y revenir, on pouvait réduire l'inflammation systémique et l'atrophie musculaire chez ces souris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On savait que les lactobacilles étaient diminués. On s'est intéressé à caractériser le type de lactobacilles qui était diminué chez nos souris. Et donc, on a identifié les lactobacilles principales dans nos souches de souris. Il y avait le L. reuteri, L. murinus animalis et L. johnsoni-gasseri. Et on a observé que c'était uniquement reuteri et johnsoni-gasseri qui étaient diminués. Et donc sur cette base-là, on a décidé de réaliser l'expérience avec 4 groupes. Donc on avait des souris leucémiques qui recevaient l'injection de cellules leucémiques. Et à partir du jour 1, on administrait une combinaison de 2 bactéries. Alors je veux dire potentiellement probiotiques, parce que une bactérie est probiotique que quand on démontre son effet physiologique bénéfique. Et donc on avait des souris contrôle qui ont été traitées avec L. reuteri 123 et L. gasseri 311476. Des souris leucémiques et des souris qui étaient leucémiques et qui recevaient ces combinaisons de lactobacilles. La première chose qu'on a fait, c'est vérifier que lorsqu'on administre ces lactobacilles, on restaure les taux de lactobacilles. Et donc c'est ce que vous voyez ici, lorsqu'on a de la leucémie, on reproduit bien une diminution de près de 50 fois des lactobacilles, et lorsqu'on administre notre combinaison, on restaure ces lactobacilles au niveau également des espèces. De façon tout à fait intéressante, ce qu'on a observé dans 2 types de muscles différents, c'est qu'on avait une réduction de l'atrophie musculaire chez ces souris. C'est ce que vous voyez ici. On a 4 marqueurs d'atrophie, 2 marqueurs de la voie des ubiquitines ligases et 2 marqueurs de la voie de l'autophagie et des lysosomes. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une induction assez importante en cas de cachexie chez les souris leucémiques. Et lorsqu'on fait une supplémentation avec ces lactobacilles, on diminue cette atrophie. Et donc à l'époque, on s'est demandé par quel mécanisme cela passe. Et donc on a posé l'hypothèse d'une modulation de l'inflammation systémique. Et effectivement, on a observé qu'un certain nombre de cytokines qui étaient induites dans ce modèle de leucémie étaient diminuées par l'administration de ces lactobacilles. Donc comme vous pouvez le voir ici avec le IL4, MCP1 et IL6. Alors par la suite, on s'est également posé d'autres questions, de savoir, comment est-ce que la présence de la tumeur peut induire une dysbiose?
Je pense qu'il faut peut-être essayer de se remettre en perspective. Donc quand on a commencé ces études en 2008, on se centralisait principalement pour le microbiote, pour les maladies qui étaient liées à l'intestin. Et donc ce n'était pas forcément évident à l'époque que lorsqu'on injectait une tumeur en sous-cutanée, on allait voir des changements du microbiote. Et donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est comment cette tumeur présente au niveau sous-scapulaire pouvait aller changer ce microbiote. Et on a pu mettre en évidence en fait que ces cellules tumorales produisent une cytokine, interleukine 6, qui va aller en fait altérer la fonction barrière de l'intestin. Donc on l'a démontré en réadministrant un anticorps anti-IL6, on bloque les changements de la fonction barrière de l'intestin et on bloque également la dysbiose microbienne. Alors, une autre étude que nous avons réalisée nous a permis de montrer que quand on supplémentait ces souris avec des prébiotiques, donc là on a utilisé spécifiquement des fructanes de type inguine, on a pu réduire l'inflammation chez ces souris et on a également réduit la prolifération des cellules cancéreuses au niveau du foie. Et là on a pu montrer que c'était un mécanisme qui était lié au probiotiques. Alors, je voudrais maintenant continuer ma présentation sur des données un petit peu plus récentes qu'on a obtenues. Donc, clairement, c'est quelque chose qui nous titillait depuis un petit temps de se dire, ok, on voit qu'on met des probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ces données-là, on change la cachexie liée au cancer. Mais si on va aller un petit peu plus loin en termes d'exploitation thérapeutique, je ne suis pas sûre que chez tous les patients, on va pouvoir administrer un probiotique ou un symbiotique. Et l'autre chose, c'est qu'en termes de cancer, pour moi, il y a une certaine urgence à traiter le patient, et donc il faut quelque chose qui soit relativement direct et efficace, et donc peut-être plus proche du médicament. Et donc dans ce contexte-là, on s'est posé la question de savoir quels étaient les métabolites bactériens qui pourraient être impliqués dans ce crosstalk. Et donc pour répondre à cette question, nous avons développé au laboratoire, grâce à Sarah Kochen, qui fait sa thèse actuellement au laboratoire, nous avons développé des analyses en métabolomique par résonance magnétique nucléaire du proton. Et donc ici, vous voyez le pipeline qui a été mis en place. Donc on va générer des spectres qui seront analysés par un certain nombre d'outils. Et voici les premiers résultats que Sarah a obtenus. Donc, elle a réalisé une expérience avec des souris cachectiques et on a réalisé des analyses métabolomiques à la fois dans le contenu sécal de ces souris, dans le foie, dans le sang en veine porte et le sang en veine cave. Et donc, au sein, ici je vais avoir uniquement le temps de vous montrer les résultats au niveau du contenu sécal, donc quels sont les métabolites bactériens qu'on a identifiés comme étant différents. Donc, on a identifié 28 métabolites qui sont affectés de façon différente, qu'on a pu intégrer avec la composition du microbiote, afin de pouvoir identifier quelles espèces seraient reliées à la production de certains métabolites. Et donc, une classe de métabolites qui est affectée, la classe des acides carboxyliques à chaîne courte. Donc, dans cette classe, on retrouve l'acétate, le propionate et le butyrate. Et comme vous pouvez le voir, ces trois acides carboxyliques à chaîne courte sont diminués. Et donc, on a des expériences qui sont en cours au laboratoire pour essayer de voir quelle est la conséquence d'une restauration de ces acides gras à chaîne courte. Alors, il y a un autre type de métabolites qui a fort attiré notre attention. Je ne vais pas avoir l'occasion de présenter tous les métabolites qu'on a identifiés, mais donc, je vous montre ceux pour lesquels on a déjà réalisé des expériences de suivi. Et donc, ces métabolites ont été identifiés en fait en RMN comme deux groupes différents d'acides biliaires. Et on a vu en fait qu'un des groupes d'acides biliaires, celui-ci, était augmenté très fortement en cas de cachexie. Et de façon tout à fait intéressante, on a également la taurine qui est augmentée dans le contenu sécal de ces animaux. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la taurine est vraiment l'acide aminé de prédilection pour la conjugaison d'acides aminés chez la souris, contrairement à la glycine chez l'homme. Alors, la première chose qu'on a fait, on s'est dit, ok, on va aller confirmer nos résultats par spectrométrie de masse, de façon à avoir un profil d'acide biliaire complet. Et donc, je vais essayer de vous diriger au travers de ce profil. Donc, les acides biliaires peuvent être présents sous forme libre ou sous forme taureau-conjuguée. Et donc, comme vous le voyez ici, donc en blanc sont les souris contrôle et en noir les souris C26, vous pouvez voir qu'on a une diminution de certains acides biliaires libres. Alors, les plus gros changements qu'on a pu voir, j'attire votre attention sur l'axe. Ici, on a un logarithme. C'est la seule façon pour nous de les visualiser tous. Mais donc, ce genre de changement ici représente en général, ici, on a presque une augmentation de 5 à 7 fois la concentration en acide biliaire. Donc on a observé principalement une augmentation des acides biliaires tauraux conjugués au niveau de la veine porte et également au niveau hépatique.
Alors la question qu'on s'est posée, c'est la question à laquelle s'attelle actuellement Morgane Thibault, est de savoir quelle est la conséquence physiologique de cette augmentation de ces acides biliaires. Et donc, je vous l'ai dit, on a vu une dysbiose microbienne, on a vu une augmentation des acides biliaires tauroconjugués et également une activation d'un récepteur aux acides biliaires au niveau hépatique qui est le FXR. Et on observe chez ces animaux de la stéatose et de l'inflammation. Alors pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que Morgane et Martina, une postdoc au labo, ont fait? Elles ont administré à ces souris cachectiques de la cholestéramine. Donc la cholestéramine, c'est une résine qui permet de lier les acides biliaires et donc de favoriser leur excrétion. Et donc qu'est-ce qu'elles ont observé? Dans ces animaux, on a observé qu'on n'avait plus cette augmentation des acides biliaires tauroconjugués. On avait le même, donc que ce soit au niveau sang portal ou au niveau hépatique. Et on a observé qu'on diminuait l'inflammation hépatique chez ces animaux. Alors, je vous le disais, pour nous c'est assez important de voir assez vite chez l'homme est-ce que c'est quelque chose qui peut être extrapolé. Et donc on a eu la chance de collaborer avec le professeur Jean-Paul Thyssen qui a réalisé une étude qui portait sur 95 patients atteints de cancer colorectal qui ont été caractérisés pour la cachexie. Donc ici, on est bien avant toute intervention thérapeutique. Donc au moment du diagnostic, les personnes ont été caractérisées pour leur état cachectique et ont fourni des échantillons de sang. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une augmentation de ces mêmes acides biliaires, qu'ils soient alors tauroconjugués ou glycoconjugués, vu que chez l'homme, on a les deux types d'acides biliaires qui sont présents. Et donc, on a pu mettre en relation ces altérations du profil biliaire chez ces patients cachectiques avec des altérations de la cachexie. Donc de façon très intéressante, on voit une corrélation particulièrement forte avec la CRP. Donc la CRP est un marqueur d'inflammation particulièrement important chez l'homme, mais aussi en cas de cancer, et un très bon marqueur de la survie des patients dans ce contexte. Donc, on progresse sur les mécanismes, on a identifié d'autres métabolites, on est en train de réaliser d'autres expériences pour essayer de mieux définir comment ces métabolites agissent et comment on peut, in fine, exploiter ça au niveau thérapeutique. Alors, je voudrais terminer ici ma présentation en vous présentant juste quelques résultats liés à des études cliniques. Donc, sur l'étude clinique là, que je vais vous montrer Actica, mais c'est une étude où on a uniquement des prélèvements de sang. On n'a pas de prélèvement de sel. Et donc, clairement, on aimerait bien répondre à cette question. Est-ce que le cancer, alors je dirais plutôt les cancers, si on veut être tout à fait précis, mais en tout cas, parce que dans certains types de cancers, on a un changement de la composition du microbiote avant toute intervention chimiothérapeutique. Et donc, c'est la question qu'on aimerait répondre ici via 3 designs. Donc, il y a un premier design qui vise le cancer du pancréas. Il y en a un qui est actuellement en cours en France à Clermont-Ferrand avec le professeur Yves Boiry qui vise les patients atteints de cancer ORL. Et l'étude la plus avancée, l'étude qu'on a appelée micro-AML, et donc qui est réalisée en Belgique et qui est multicentrique. Donc cette étude a pour objectif d'étudier la composition et l'activité du microbiote intestinal chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Et donc chez ces patients, on collecte de l'urine, des selles et des échantillons sanguins, ainsi que leurs habitudes alimentaires, leurs symptômes de cachexie. Et donc c'est une étude qui a été réalisée dans 3 centres hospitaliers à Bruxelles et qui a bénéficié du financement de l'ESP. Alors, on est assez excités parce qu'ici on a atteint, donc on a inclus pour le moment 28 patients, on va s'arrêter à 30 patients, donc ici fin décembre c'est terminé, on va pouvoir commencer les analyses au laboratoire. Et donc les analyses qui sont prévues, c'est principalement des analyses de type métabolomique sur le sang, les selles et les urines de ces patients, ainsi que des analyses de la composition et de la fonction du microbiote. Et nous pourrons ainsi intégrer ces données de façon à identifier les points cohérents entre nos modèles et la situation clinique, mais également de nouvelles voies thérapeutiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la fonctionnalité, à terme, nous pourrons procéder à des transplants de ces patients. Alors, on va sélectionner les patients qui sont cachectiques, ceux qui ne le sont pas, avec la même maladie, le même grade de cancer, et pouvoir voir si le microbiote contribue éventuellement à l'inflammation ou à d'autres altérations métaboliques présentes chez ces patients. Alors, quelques messages pour conclure ma présentation relative à l'inflammation. Donc, j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui de l'intérêt de la cachexie dans ce contexte-ci. Et donc, je vous ai montré que la cachexie est caractérisée par une altération du microbiote intestinal, ce qui mène à une altération de la production de certains métabolites. On a vu des acides gras à chaîne courte, on a vu des acides biliaires.
J'ai pu vous montrer par exemple que cette altération de la production d'acide biliaire va contribuer à l'inflammation hépatique présente chez ces animaux. Et enfin, l'administration de probiotiques et de prébiotiques permet de contrôler pour cette inflammation présente en cas de cachexie. Voilà, je voudrais terminer en remerciant particulièrement les doctorants qui ont choisi de travailler avec moi, également toute l'équipe ELMUT, mes collaborateurs en Belgique et à l'étranger, nos sources de financement et vous pour votre attention. Merci beaucoup. La présentation est ouverte pour quelques questions. Il y en a au fond. Je vais démarrer avec le fond de la salle. Bonjour, merci pour l'excellente présentation. Je suis un peu curieuse sur les effets de lactobacillus reuteri dans la réponse immunitaire. Hier, j'ai présenté un peu de mes résultats sur les effets prébiotiques de la combinaison cambiar-chinoline dans le contexte d'obésité. Et dans ce cas, on a trouvé qu'on stimulait lactobacillus reuteri et lactobacillus intestinalis chez les souris obèses. Et le lien qu'on a trouvé, c'était l'induction des lymphocytes T régulateurs dans la sécrétion des IL-10. Donc, je me demandais si dans les cas de cancer, il y a un lien entre lactobacillus reuteri et la stimulation de la réponse immunitaire. Merci. Tout à fait, c'est tout à fait pertinent. Je vous remercie, c'est tout à fait l'hypothèse qu'on a émise dans le papier lorsqu'on l'a rédigé. Donc effectivement, un des éléments qui sous-tend notre hypothèse, c'est que lorsqu'on a testé d'autres types de lactobacilles qui, eux, ne sont pas rapportés comme L. reuteri 123 comme ayant une capacité à induire les FOXP3, on n'a pas observé ces effets cachés. Donc je pense que voilà, là on est de l'ordre de l'association, mais clairement c'est une des voies qui est explorée. Merci. C'était vraiment une belle présentation. Je suis très fasciné des résultats, notamment de l'augmentation de la taurine. Donc, j'avais deux questions. Les conjugués de la taurine avec les acides biliaires, est-ce qu'on connaît l'activité biologique? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez cherché les N-acide taurine qui sont partie de l'endocannabinoïdon qui ont des targets déjà connus qui peuvent expliquer le phénotype de la cachexie. Merci beaucoup. La première question est beaucoup plus facile pour moi que la deuxième, mais comme cachée. Donc oui, c'est bien connu. Au niveau de la taurine, il faut savoir qu'il y a des différences de métabolisme entre l'homme et la souris. De mémoire, je ne sais pas dire de bêtises, de mémoire chez l'homme, c'est un apport qui est principalement exogène. La souris, par contre, possède la capacité de synthèse. Donc ce qu'on a regardé au niveau hépatique, on a une diminution à la fois de l'import de la taurine, on a une diminution de la synthèse de la taurine et on a également une diminution de la conjugaison. Et donc avec tout ça couplé avec l'augmentation de la taurine au niveau hépatique, ce sont des analyses en métabolomique, et la taurine au niveau contenu sécal, notre hypothèse en fait c'est qu'on aurait une diminution de l'activité BSH au niveau intestinal qui fait que les taureaux conjugués sont moins déconjugués, sont plus réabsorbés, et donc ils vont avoir, vu que la tauroconjugaison est toujours présente, mais il n'y a plus besoin de taureaux conjugués, et donc cette accumulation de taurine au niveau intestinal s'explique par le fait qu'il y en a déjà trop qu'on n'a plus besoin d'absorber. Donc ça, je pense, ça répond à votre première question. L'activité biologique, qu'est-ce qu'elle fait? L'activité biologique de la taurine. Les conjugués. En plus de la conjugaison, vous voulez dire? Les conjugués avec les acides biliaires, est-ce que ça change l'activité biologique? Oui, donc ça a été étudié, donc en tout cas pour ce qui est FXR et TGR5, je dirais que pour les acides biliaires qui sont présents chez l'homme, l'activité biologique FXR et TGR5 est quasi similaire quand vous regardez les études d'activation pharmacologique. La différence principale est au niveau du taureau bêta-MCA. Donc le taureau bêta-MCA et le taureau alpha-MCA sont des antagonistes FXR, tandis que le alpha-MCA et le bêta-MCA ne sont pas des antagonistes FXR. À ma connaissance, c'est une des seules différences qui a été mise. Je pense qu'il y a d'autres récepteurs qui sont moins étudiés à l'heure actuelle, comme le S1PR2, où là, la tauroconjugaison va jouer un rôle. Mais ça, on est un peu plus loin de ma spécialité, donc c'est plus ce que j'ai vu. Et alors, par rapport à votre question sur les NAC acide taurine, je suis désolée, mais je vais devoir me tourner vers la liste. Oui, merci. Donc, félicitations pour cette excellente présentation. La taurine
un antioxydant très puissant dedans chez les patients, chez les nourrissons, quand ils ont des cholestases. On veut augmenter le rapport entre les tauroconjugués versus les glycoconjugués, justement pour essayer de renverser les maladies hépatiques, etc. Ça m'étonne énormément de voir qu'il y a une augmentation des tauroconjugués et qui sont un peu associés aux effets qui sont pathologiques. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Je pense qu'ici, il y a peut-être une nuance à avoir, que chez la souris, c'est très très largement des taureaux conjugués qu'on observe. Donc je ne suis pas sûre que ce ratio taureau-glyco ait la même pertinence chez la souris et chez l'homme. Chez nos patients, par contre, on observe une augmentation de certains glycoconjugués et de certains taureaux-conjugués également. Donc je serais plus prudent sur l'interprétation de la relevance chez la souris, en tout cas de ce rapport glyco-taureau qui est biaisé dès le départ ou qui a très peu de conjugaison à l'extérieur chez la souris. Merci beaucoup pour votre excellent exposé. Il y a une question par rapport au problème que voient de nombreux cancérologues, qui est au fond ce catabolisme qui induit aussi une perte de l'appétit, qui est quand même impressionnante et dont les mécanismes sont complexes, entre autres, et sans doute aussi en partie immunologiques. Mais au fond, je me demandais si ces modifications que vous induisez du microbiote intestinal avaient par ailleurs un effet sur l'appétit des animaux. C'est une excellente question. Donc pour le moment, tout ce qui est traitement nutritionnel et traitement visant le microbiote, nous n'avons pas observé d'effet sur la prise alimentaire. Par contre, lorsqu'on a administré l'anticorps anti-IL6, là, on a observé qu'on diminuait les effets d'anorexie. Mais ça, c'est plus connu. Moi, j'ai une petite question par rapport au choix de type de cancer pour étudier la cachexie. Au début, si je comprends bien, le cancer colorectal, c'était pas parmi ceux où est-ce qu'on observe une grande incidence de la cachexie. Donc, si vous pouvez juste nous expliquer le rationnel pour choisir des patients porteurs d'un cancer colorectal pour étudier ce phénomène. Oui. Donc, effectivement, ce n'est pas un des cancers qui est les plus cachexisants, mais c'est un des cancers qui est les plus importants en termes d'incidence. En tout cas, en Belgique, le cancer colorectal touche énormément de personnes. On se penche aussi sur d'autres cancers, comme le cancer du pancréas, comme je vous l'ai montré. On va être tout à fait pragmatique également en cas de cancer du pancréas, en tout cas chez l'humain. Les études humaines sont extrêmement complexes à réaliser parce que c'est une maladie qui progresse extrêmement vite et elle est diagnostiquée à un stade où la cachexie est déjà largement avancée. Et donc, faire des études longitudinales pour démontrer l'implication du microbiote dans ce contexte-là va être relativement compliqué. Au niveau des modèles humains, très récemment, il y a eu des nouveaux modèles cachexie. Les modèles souris, il y a des nouveaux modèles qui sont des modèles de cancer du pancréas, mais qui sont alors des triple knockouts qui permettent un développement orthotopique. Ils ont un intérêt certain. Ce qu'on fait attention quand on sélectionne par exemple nos modèles, ce qui est le cas du modèle C26, c'est qu'on a une masse tumorale qui est extrêmement petite. On a une masse tumorale de l'ordre de 200 mg, et c'est moins de mieux ce qu'on observe chez l'homme que certains modèles où on peut avoir 1 g de tumeur, ce qui était le cas antérieurement avec certains cancers du pancréas. Donc, voilà. Merci.